Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Nous sommes en route pour aller rencontrer Joseph Redon, qui est un Français expatrié au Japon depuis pas mal d'années. Il s'occupe de la préservation du patrimoine vidéoludique japonais. C'est tellement intéressant ce qu'il fait qu'on s'est dit on va aller documenter ça pour vous en parler un petit peu. Nous aussi pour le musée on parle de préserver un peu les jeux vidéo, mais ça veut dire avoir une collection. Alors que lui pas du tout, c'est une autre façon de préserver les jeux vidéo, c'est assez intéressant. Puis c'est quelqu'un qui a un puits de connaissances sans fond sur les jeux vidéo, donc c'est très intéressant d'être avec lui. Moi, c'est Joseph Redon. Je suis venu m'installer ici pour découvrir tous les jeux qui n'existaient qu'au Japon, en particulier des jeux d'arcade, mais surtout les jeux micro. Et j'en suis arrivé à démarrer cette association, la Game Preservation Society, parce que je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de mouvement pour préserver le jeu vidéo ici en tant que culture. C'est le projet Odyssée qui nous a rapprochés de Joseph. On l'a rencontré il y a quelques semaines pour la première fois par l'intermédiaire de Florent Gorge. On a passé toute une journée ensemble avec Florent, Joseph et Jérémy. Et c'était tellement intéressant de l'écouter nous expliquer de son association, de son fonctionnement, de ce qu'il faisait exactement, que ça nous est paru très pertinent avec Jérémy de vous présenter cette personne qui non seulement fait un travail très intéressant, mais aussi très important. En fait, ce qui a accéléré les choses, c'est lorsque je me suis aperçu qu'en fait, préserver les jeux, c'était avant tout un défi technologique. On peut récupérer des jeux, on peut constituer des collections, mais le jeu vidéo, par essence, c'est des médiums qui sont périssables. Donc quand les bandes magnétiques, les cartouches s'effacent, il ne reste plus rien. Le défi technique est très élevé pour la micro parce que les jeux micro, souvent, sont des jeux qui sont protégés. Le terme micro qu'utilise Joseph et qui va continuer à utiliser beaucoup, ça désigne en fait tous les jeux sur ordinateur personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de jeux sur console au Japon, mais il y a tout un game des jeux sur ordinateur et c'est une partie très importante de son travail de rechercher et de préserver ces anciens jeux micro. Les jeux micro, souvent, sont des jeux qui sont protégés contre la copie. Moi, mon idée, c'était de pouvoir préserver les jeux micro avec leur protection. Non pas de déplomber, de retirer les protections, mais vraiment de garder intacts les jeux tels qu'ils étaient à l'origine. On a eu quelque chose de fonctionnel vers 2009, donc j'ai présenté le résultat des travaux, et là les gens sont arrivés naturellement en fait. On commençait à me contacter en disant mais c'est dingue ce que vous avez développé, ça m'intéresse, je ne pensais pas que c'était possible. Et c'est comme ça que j'ai constitué mon équipe de départ de 10 personnes. Alors ici, donc, vous êtes dans mon atelier. C'est ici qu'on établit les process pour les archivistes qui vont travailler directement sur les documents à préserver. Et ici, c'est essentiellement de la recherche sur les bandes magnétiques. C'est un appareil qu'on a développé conjointement avec une équipe française qui s'appelle la Ludothèque française, qui nous permet de capturer le signal qui sort des lecteurs de disquettes. Tout ça, c'est des technologies qui n'existaient pas avant la création de l'association ou qui étaient des technologies qui n'étaient pas abouties ou pas optimisées pour la préservation des jeux micro. Alors là, on a des dossiers remplis de jaquettes. Le souvenir, c'est une jaquette qui est réversible. Oh, wow. Ouais. Enfin, comme d'habitude, les jaquettes japonaises sont très belles. Quasiment toutes ces jaquettes ont déjà été numérisées. Et la plus grande partie est accessible depuis notre site. Que ce soit le code barre, l'année de sortie, la plateforme, le prix, toutes ces informations-là sont rentrées ou vérifier si elles existent déjà. Quand même des informations assez précises. Cette information-là, elle a été rentrée exactement comme on la trouve sur la jaquette. Là, on a la disquette qui est préservée. On peut inspecter si ça a bien été dumpé correctement, s'il n'y a pas d'erreur. Et là, en l'occurrence, c'est très propre. Dans l'absolu, même si on perd la disquette, si elle est détruite, on a suffisamment d'informations pour la faire remarcher sur le matériel d'origine. C'est vrai que d'un premier abord, collectionner et archiver, on a l'impression que c'est des travaux qui sont un petit peu similaires, alors que oui, il y a quelques similarités,
mais c'est extrêmement différent. Une collection, c'est fait pour être montré. Il faut que ce soit sur des étagères, il faut que ce soit en vitrine, idéalement dans un musée. L'archive, en fait, c'est plutôt des problématiques de conservation. Comment faire pour que les objets puissent endurer l'épreuve du temps, pendant qu'en fait, on fait un travail de migration pour sauver ces objets-là. Ici, il y a une collection quasi complète de tous les soundtracks de jeux vidéo sortis en CD dans les années 80. Tiens, un truc de collectionneur, ça. Ça, c'est une réédition du premier Is sur PC Engine. Et la réédition a le sticker ici, qui est sur le cellophane, et qui disparaît à partir du moment où on l'ouvre. J'ai jamais vu un autre exemplaire avec le sticker. Tout ce qu'on trouve à Akihabara, aux enchères ou ailleurs, c'est des trucs qui ont déjà été ouverts. Donc ça, c'est des choses à prendre en photo avant d'ouvrir. Ouais. Mais il faut l'ouvrir. Le truc le plus cher que tu as déjà ouvert? On a fait l'acquisition d'un set complet de jeux Famicom Disk System, 9. Waouh! Et on a passé une semaine à tout photographier et à ouvrir. Donc le set complet 9 de jeux Famicom Disk System, j'imagine qu'aujourd'hui il y en a pour plusieurs millions de yens. Mais on était là, c'était amusant parce que tu prends n'importe quoi, par exemple un Gunsmoke, tu dis bah voilà, ça vaut 70 000 yens si je le mets là aux enchères. Hop, 3 000 yens. Ouais. À partir du moment où tu as retiré l'autocollant. Mais bon, on en rigolait. Nous, on estime que c'est nécessaire, mais c'est vrai que certains collectionneurs pourraient avoir une apoplexie en regardant ça. La philosophie du projet, c'est être capable, en fait, dans X années, de restituer l'essence de la culture du jeu vidéo. On s'appuie sur une archive qui est physique aujourd'hui. On a les jeux, on a les documents, on a les machines, et on migre ça vers une archive numérique qui doit contenir toutes les informations nécessaires pour comprendre la culture, même si les objets viennent à se dégrader ou à disparaître. Voilà, ça c'est la mission de la GPS. Une autre différence aussi, c'est qu'un collectionneur peut se concentrer sur une série en particulier ou une pièce en particulier, alors que le rôle de Joseph, ça va être plutôt d'être exhaustif. Tous les documents qui tournent autour du jeu vidéo ont leur place dans une archive. À nous, archivistes, effectivement, de faire le tri, de leur donner la place que ces documents méritent et à les rendre accessibles au public. Là, on est dans un endroit un petit peu encombré. On a principalement ici des donations qui atterrissent. Tous ces cartons numérotés, c'est une donation importante. C'est une personne. C'est une personne. Une seule personne qui a donné ça. C'est une personne et j'ai envie de dire c'est la vie complète d'une personne. Il y a quasiment tous ces jeux qu'il a depuis qu'il est gamin. Qu'est-ce qui a motivé peut-être cette personne ou en général qu'est-ce qui les motive? Là c'est un besoin de place. C'est pas une belle histoire en fait. C'est quelqu'un qui est tombé très malade d'un seul coup, qui s'est retrouvé très affaibli quand il est sorti de l'hôpital. Et quand il est rentré chez lui et qu'il a vu tout ça, il a senti ça comme un poids en fait, en se disant mais finalement on n'est pas grand chose. Il s'est dit voilà, il me reste peut-être plus beaucoup d'années ou de mois à vivre. Donc, autant que ce soit bien utilisé, ce soit bien traité. Mais c'est vrai que c'est une question importante dans les années qui vont venir. Ce qui nous appartient, comment est-ce qu'on va le léguer aux générations suivantes et quand surtout. Et il n'est jamais trop tôt en fait. Il n'est jamais trop tôt pour y penser. Donc moi ça m'a fait pas mal réfléchir aussi. Demain je décède, qu'est-ce qui va se passer? Je me rends compte qu'effectivement c'est compliqué. Donc si on veut que ça se passe bien, il faut y penser avant. C'est vrai que malheureusement, ça on le constate partout, il y a des collectionneurs qui décèdent. C'est normal, ça fait partie du cycle de la vie. Mais il y a toute une question qui se pose derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait des collections? Les familles sont souvent les premières à se poser ce genre de questions parce que ça peut être quelque chose simplement qui prend de la place et dont on veut se débarrasser. D'autres, au contraire, comprennent tout le temps et la passion qu'ont mis les défunts dans leur collection, donc cherchent un moyen de les préserver. C'est aussi le rôle des associations comme GPS ou comme ce qu'on veut faire avec le musée, de préserver ce genre de collection, de faire en sorte qu'elle traverse le temps, de faire en sorte que tout l'effort, toute la passion qui a été mise par les collectionneurs
n'ait pas été en vain, et aussi de faire en sorte que certaines pièces qui ont peut-être beaucoup de valeur, qui sont peut-être très rares, ne soient pas dispersées ou soient perdues, détruites. Donc il y a tout cet aspect aussi qui peut être de la prévention, de la communication, pour faire en sorte que des collections arrivent dans un endroit où elles seront mises en valeur et pas détruites ou ignorées. Ça, c'est des acquisitions. Un jeu micro, à partir du moment où tu joues avec, que tu sauvegardes, ça va réécrire sur la disquette d'origine, donc le jeu ne sera plus dans son état d'origine. Donc pour nous, c'est de l'or à préserver. De temps en temps, tu as un Zelda neuf qui passe sur les enchères, et c'est vrai que les prix explosent. Parce qu'il y a des collectionneurs de jeux neufs, donc ils ne vont pas les ouvrir. Nous, on les achète pour les ouvrir, pour les préserver. Et le neuf, c'est une garantie, pour nous en tout cas, d'avoir l'intégrité de l'information. Mais c'est vrai que là, il y a une bascule psychologique entre le collectionneur et l'archiviste. Ouais. Je sais que c'est dur. Mais il faut se détacher de la valeur financière. On parle d'une œuvre et pas seulement d'une pièce de collection. Ce qui est important, c'est l'information, c'est pas le cellophane. Dans le cadre du projet Odyssée et ce qu'on veut faire avec le musée, c'est évidemment très pertinent de s'entourer de personnes comme Joseph. Il a tellement de connaissances, d'expérience sur un sujet qui pour nous est vraiment essentiel, parce qu'on parle non seulement de la préservation des jeux, mais aussi par exemple de l'organisation, d'un système de classement, etc. On est là pour apprendre, pour essayer d'éviter au maximum les erreurs au début. Et puis, il n'est pas avare de conseils et même de contacts. Le projet Odyssée, c'est d'abord, très important, s'entourer des bonnes personnes pour essayer dès le début de bâtir le meilleur projet possible. Et évidemment, d'un point de vue personnel, c'est incroyable d'en apprendre autant sur quelque chose d'aussi niche. Et c'est juste un kiff en fait de pouvoir d'avoir la chance de rencontrer ce genre de personnes. Donc là, on est dans une pièce dédiée au papier. Donc là, on a à peu près, je crois, 16 500 jeux, donc c'est très compact. Donc juste la partie papier, on est à l'abri de la lumière. Il faut aussi avoir un système où l'air circule et se renouvelle. Dès qu'on a un champignon qui est dans l'air, qui est partout, là je parle, il y a des spores qui se baladent. Donc ça va se fixer effectivement là où il y a à manger. Le papier, c'est à manger. Les disquettes, c'est très très bon pour la moisissure parce que l'enduit sur les disquettes est à base de graisse animale, ce qui permet de fluidifier en fait la surface de la disquette. C'est de la graisse de baleine. Et il y a des documents qui précisent que la partie de la baleine de meilleure qualité, c'est le sperme de baleine. En termes de température, plus froid c'est, mieux c'est en fait pour une archive. Si on peut descendre à moins de 10 degrés, c'est idéal. Par contre, personne ne peut travailler dans cet environnement-là. Donc nous, on est dans une archive qui est utilisée quotidiennement, donc il faut trouver un bon compromis. Donc nous, généralement, on essaye d'être entre 18 et 20 degrés. C'est plutôt tempéré pour une archive, mais c'est déjà pas mal. Par contre, là où on est militaire, c'est sur l'humidité. Au Japon, on en a beaucoup. L'été, c'est entre 90 et 100% d'humidité à l'extérieur. Pour de la conservation, il faut être impérativement en dessous de 60%. C'est gérable uniquement si on a le matériel et si on est dans une construction qui est adaptée. Donc là, on est dans du béton, on est bien isolé. Donc je dirais sans appareil, on est à peu près à 60-65% et avec, on tombe à 55-50%. On a eu la chance il y a quelques semaines avec Ludovic et Fabien d'aller voir la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et on remarque, alors évidemment c'est à une toute autre échelle, mais on remarque pas mal de similitudes dans la façon de ranger, d'avoir des étagères coulissantes, etc. C'est vraiment très très sérieux, tout est rangé au millimètre, les logiciels sont vraiment pas sexy, mais tu vois que tu as vraiment toutes les infos dont tu as besoin et c'est très pratique. Là, on est dans le local qui est réservé aux bandes magnétiques, aux disquettes, aux cassettes. On a à peu près dans ce petit local 25 000 disquettes et 4 000 cassettes. Donc là, c'est vraiment le cœur de notre archive. On a des appareils qui contrôlent la température et l'humidité. Et on a des alertes quand il y a des écarts trop importants. S'il y a un appareil qui lâche en plein été, on va le savoir dans l'heure. Les choses ne sont pas classées dans l'ordre. En fait, pour savoir ce qu'on va trouver dans les boîtes, il faut consulter la base de données qui va nous indiquer telle pièce, telle étagère, telle boîte, tel compartiment pour arriver finalement à trouver notre petite disquette.
C'est très intéressant en tout cas pour nous de voir comment ça fonctionne ce genre d'association. Ça nous donne des idées sur comment optimiser la place, comment bien préserver certains supports, etc. Je pense qu'on a recueilli beaucoup d'informations très importantes pour le projet Odyssée. On est une trentaine de membres aujourd'hui à diriger les projets. L'association ne nous appartient pas, on est au service du projet, donc on est au service du public. On a aujourd'hui 500 membres qui nous soutiennent, donc qui payent simplement une cotisation annuelle ou mensuelle pour soutenir le projet. Donc moi j'engage effectivement chacun à venir sur notre site web et à devenir membre pour faire avancer les choses. Encore une fois, je l'ai déjà dit et je le répète, mais le projet Odyssée, c'est vraiment un projet qui nous a ouvert pas mal d'horizons. Enfin, personnellement, je découvre beaucoup de monde dont je soupçonnais l'existence, mais je ne connaissais rien. Et c'est passionnant, on rencontre des gens qui sont passionnants, des milieux qui sont passionnants. Et notre objectif au final, encore une fois, au sein du projet Odyssée, c'est de regrouper tous ces acteurs qui ont des connaissances clés, que ce soit comme là dans l'archivage, la préservation des jeux vidéo, ça peut être dans l'e-sport, ça peut être dans la scénographie, ça peut être dans plein de choses différentes. Mais nous, on a vraiment tous ces gens à réunir autour d'un même projet que pour l'instant tout le monde encourage et porte ensemble. Donc c'est voilà, c'est passionnant encore une fois. On voulait vous partager quelques moments, vous montrer comment ça avance. C'est pas toujours de l'avancée matérielle sur le terrain, ça peut être des prises de contact, de connaissances, c'est le cas ici avec Joseph. Et j'ai hâte qu'on commence à documenter des choses, à construire des choses ensemble. Vous allez voir, ça va arriver dans pas si longtemps que ça. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.